Alors, une autre belle session captivante cet après-midi, justement, tout le volet des encadrements via l'éthique. Donc, je vais faire une petite introduction sur l'éthique de la conception, puis par la suite, je vais inviter notre invité d'honneur à venir échanger sur cette perspective-là. Donc, l'automatisation offre aux gens, évidemment, commodité, facilité et accessibilité. Parallèlement à ce bien-être utile, entre guillemets, les pratiques économiques se sont multipliées pour bonifier certaines tâches par des machines dans un souci d'efficacité. Les innovations technologiques, moteurs de notre économie capitaliste, ne cessent de multiplier les expérimentations sociales, obligeant ici l'État et ses institutions comme le droit, l'éducation, la santé, la défense, à s'adapter à tout prix sous peine de disparaître ou d'être obsolètes. D'un côté, le grand public commence à peine à prendre conscience de ce phénomène de l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu ce matin, on a eu des exemples d'expérimentation assez frappants. À tenter d'en comprendre les tenants et les aboutissants. De l'autre, on soulève de plus en plus des questionnements sur les bénéfices, les coûts, de même que sur les impacts environnementaux que ces technologies opèrent. Que laisserons-nous aux générations futures qui sont nées à l'ère du numérique et qui n'ont pas eu nécessairement leur mot à dire sur les choix qui sont faits actuellement? Ce questionnement interroge notre sens de l'éthique de la responsabilité, tel que proposé par Hans Jonas, qui recommandait à l'époque « Agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie ». Comment penser, voire repenser les formes de responsabilité face au phénomène du développement de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui pénètrent l'ensemble des pratiques sociales, économiques, scientifiques et culturelles? Poser cette question, c'est d'une part s'interroger sur les normes éthiques qui structurent ou influencent la construction des algorithmes, le design des outils techniques et l'utilisation par les professionnels, les consommateurs ou les citoyens de ces systèmes techniques. C'est d'autre part s'interroger sur la manière dont elles engagent ou mettent en question nos conceptions communes de la responsabilité et du vivre ensemble afin de bâtir cette confiance. De plus en plus de voix s'élèvent pour attirer l'attention sur la nécessité d'introduire des critères éthiques pour normaliser et réglementer ces innovations technologiques afin de rendre l'intelligence artificielle intrinsèquement éthique, respectueuse des droits humains. On parle ici d'éthique by design ou d'éthique dès la conception. Ce terme s'est même introduit dans le discours politique. On a même entendu le président Macron utiliser cette expression en mars 2018 au Collège de France. Cependant, sur le chemin de l'éthique dès la conception se dressent quelques défis. Actuellement, on n'arrive pas à dégager une définition claire faisant consensus pour parler de cette approche. Une éthique dès la conception fait appel à une approche rigoureuse qui permet de définir la réflexion éthique comme un travail d'analyse normative, une recherche des meilleures raisons selon des méthodes et avec des arguments bien éprouvés. On peut prendre plusieurs routes qui nous font parfois dévier de cette approche dite éthique. On ne s'entend pas toujours sur le sens que l'on donne à l'éthique, souvent confondu avec le droit, et cela crée un léger brouillard sur le chemin. On n'en perçoit pas toujours l'importance. Non pas que les producteurs et productrices d'intelligence artificielle ne reconnaissent pas ce besoin d'éthique dès la conception, mais souvent parce qu'ils ne savent pas comment en faire l'articulation. Cela peut relever d'un aveuglement involontaire ou d'un aveuglement volontaire, c'est selon. La complexité de ces systèmes techniques, leur niveau d'organisation, les scénarios qu'ils comportent, les formes de mathématisation utilisées et les finalités recherchées, et la présentation de Yves ce matin a été assez éloquente là-dessus, obligent à réfléchir sur la façon dont les normes éthiques sont actuellement intégrées. Une éthique dès la conception ne peut être réalisée sans les apports des sciences humaines et sociales afin de donner un sens à l'intelligence artificielle plutôt que de subir les directions de l'intelligence artificielle qu'elle établit pour nous. Le but étant de mettre de l'avant
le potentiel réflexif de précaution et d'amélioration que l'éthique suggère dans tout processus de conception. Pour nous aider à y voir clair dans cette approche qu'est l'éthique dès la conception, nous avons invité le professeur Jean-Gabriel Ganassia, qui manifeste par son parcours intellectuel une réflexion interdisciplinaire. Il est informaticien et philosophe français. Spécialiste d'intelligence artificielle, il a commencé sa carrière sur les systèmes à base de connaissances avant de se spécialiser en apprentissage symbolique et en acquisition des connaissances. Depuis une vingtaine d'années, il travaille sur le versant littéraire des humanités numériques et sur l'éthique computationnelle, c'est-à-dire sur la modélisation informatique des raisonnements éthiques. En parallèle à ses travaux, il a poursuivi des réflexions philosophiques sur l'épistémologie de l'intelligence artificielle, sur le numérique et sur l'éthique des technologies de l'information et de la communication. C'est ce qui l'a conduit à écrire plusieurs essais. Donc, sans plus tarder, pour en parler de qu'est-ce que cette bête qu'est l'éthique de la conception, j'inviterai le professeur Ganassia à venir nous faire cette présentation. Belle introduction qui rejoint d'ailleurs à certains égards mon propos sur l'éthique dès la conception, l'éthique by design. Donc, ce que je voudrais, c'est dans ce... voilà, c'est ça. Je voudrais donc parler effectivement du concept d'éthique de la conception, ou dès la conception, d'éthique by design. Je ne sais pas d'ailleurs si il faut vraiment traduire, on va voir, parce qu'il me semble que le terme en anglais a deux significations et qui sont toutes les deux présentes dans ce qu'on entend en français ou ce qu'on a entendu par éthique by design. Et la motivation de cette présentation, c'est un rapport qui a été écrit par un groupe de travail du ministère de la Santé qui était piloté, entre autres, par Brigitte Serroussi, à qui je voudrais rendre hommage ici. C'est une informaticienne, ingénieure, mais qui est en même temps médecin et qui travaille depuis très longtemps sur les questions d'intelligence artificielle appliquées à la médecine. Et en parallèle à son activité de recherche, elle et dans le cabinet du ministre de la Santé. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a rédigé ce rapport dont je parlerai un tout petit peu. Mais sans plus tarder, je vais commencer tout d'abord par demander qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette notion de by design, qu'on traduit en français par dès la conception et qui, comme j'ai essayé de le dire, masque peut-être la signification. Parce qu'en anglais, by design, ça a deux sens en réalité. Ça peut être dès la conception, c'est-à-dire au plus tôt, au moment où on réalise les premières études, mais ça peut être aussi by design délibérément, c'est-à-dire qu'on essaye absolument d'introduire ces notions éthiques. Alors, est-ce qu'on peut parler d'éthique by design? Eh bien, c'est la question que je vais poser. Pour ça, je vais essayer de prendre les acceptions, les cas de figure où on utilise cette expression by design. Et entre autres, on l'utilise dans le domaine de la sécurité. Sécurité, safety by design, soit pour les nanotechnologies, soit dans le domaine du nucléaire. Cela signifie qu'on va essayer au plus tôt de limiter les risques. Et pour cela, on fait ça dès la phase de conception. Ça veut dire qu'on va s'occuper des matériaux utilisés et on va aussi s'intéresser aux possibilités de limiter l'exposition à ces matériaux. Par exemple, sur les nanotechnologies, il s'agit des risques toxicologiques. Dans le cas du nucléaire, bien sûr, on imagine bien sûr les risques liés à l'exposition à des radiations. On utilise aussi, et ça va être la seconde acception du by design, privacy by design. Ce qui a l'air d'ailleurs d'être assez proche de la notion d'éthique by design, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là encore, on conçoit tout à fait ce dont il s'agit. Si l'on fabrique un dispositif informatique, ce que l'on souhaite, c'est qu'il protège, dans la mesure du possible, la vie privée. Il y a une quinzaine d'années, j'avais travaillé sur ce qu'on appelle la télévision intelligente. Il s'agissait de faire un décodeur de télévision qui était capable de tracer les activités du foyer
afin ensuite de faire de l'apprentissage et puis aussi de visualiser ce qu'on appelle en anglais l'EPG, Electronic Program Guide, ce qui aujourd'hui est une matrice. Moi, j'avais trouvé des choses très jolies, d'ailleurs ça n'a pas été repris, mais je trouvais que c'était très bien ce que je faisais. J'appelais ça des îles de mémoire, ça donnait une forme qui déployait plus ce qui correspondait aux habitudes. Mais peu importe, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'était très tôt posé la question de la protection de la vie privée, puisque ce que vous regardez, vos choix, indiquent beaucoup sur ce que vous êtes, sur vos orientations politiques. Éventuellement, ça peut intéresser des commerçants, etc. Et bien sûr, si on veut faire quelque chose qui est, dès le départ, qui protège la vie privée, il faut avoir un traitement local de l'information. Et donc, on pourrait très bien imaginer ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va définir des architectures techniques qui vont limiter les risques de fuite d'informations. Mais ça veut aussi dire que l'on va mettre en œuvre toute la législation. Par exemple, en Europe, on a parlé souvent de législation du droit à l'oubli, si ça peut exister, bien sûr, et on pourrait imaginer que, justement, la protection de la vie privée dès la conception, ça revient à introduire ces notions-là à l'intérieur des dispositifs. De même, on a en Europe le RGPD, vous avez d'autres règlements ici, qui sont une forme de protection dès la conception, du moins si on les met en œuvre. Dans le cas de l'éthique, bien sûr, on peut se demander qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Ça pourrait le dire, et c'est un peu ce qu'a évoqué tout à l'heure Lise, c'est dès la conception, essayer de respecter les commandements éthiques. Et bon, il y en a énormément, on les connaît, puis en plus à Montréal, vous savez, la déclaration de Montréal sur le numérique. Et donc, on peut, au moment de la conception, essayer de les mettre en œuvre. Pour ça, bien sûr, il faut respecter la prudence, anticiper la sollicitude, et puis ensuite, bien sûr, tous les recommandations, on reviendra là-dessus, bien sûr, qui ont été explicitées dans les différentes chartes éthiques. Mais l'éthique, justement, ça n'est pas seulement des commandements. L'éthique, et c'est bien sûr toute la difficulté, c'est aussi l'ouverture à ce ou à celui qui vient. Et pour ça, je voudrais citer un texte de Jacques Derrida, qu'il a prononcé il y a longtemps, je crois que c'était en 1994, à la Sorbonne, au cours d'une table ronde qu'il devait faire avec Alain Minc, qui est un économiste, sur le thème « Penser ce qui vient ». Et justement, il a, dans son exposé, ça a été édité dans un livre qui s'appelle « Derrida pour les temps à venir », et donc il dit justement, c'est la capacité à s'ouvrir à ce que l'on n'attend pas, à ce qui arrive, à ce qui est différent, à celui qui vient, à l'autre, pour reprendre la terminologie d'Emmanuel Lévinas, à l'inopiné. Et c'est bien sûr toujours la difficulté que nous avons avec le numérique, c'est que, et en particulier dans le domaine de la santé, c'est que, bien sûr, il faut introduire toutes les précautions possibles dans la conception des systèmes, mais il faut aussi être capable de laisser la porte ouverte à des éventualités que l'on n'avait pas imaginées. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais tout planifier. Et c'est bien sûr une question extrêmement délicate. Alors, on voit ici que cette notion d'éthique par design est par elle-même problématique. Elle est, même si, bien sûr, elle est intéressante. Je vais essayer de montrer qu'est-ce qu'elle a pu être dans le rapport que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais avant cela, je voudrais se demander pourquoi est-ce qu'on m'a invité ici à parler d'éthique by design à propos des données de santé. Parce que, effectivement, dans le contexte de la mise en œuvre des systèmes d'intelligence artificielle, on sent que les données sont essentielles, puisqu'elles servent à la mise en œuvre de techniques d'apprentissage machine qui vont être extrêmement précieuses. Et la plupart des systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui font appel à de l'apprentissage machine, même si, comme je le rappellerai tout à l'heure, on ne peut pas réduire l'intelligence artificielle à l'apprentissage machine. Je donne ici un exemple d'un apprentissage profond qui a été mis en œuvre sur des données de néphrologie. Mais peu importe, c'est juste une illustration.
Mais le problème, bien sûr, c'est que ces données de santé, qui sont à la fois extrêmement utiles et même indispensables pour mettre en œuvre les outils d'intelligence artificielle, sont en même temps des données personnelles, des données intimes. Et donc, bien sûr, on peut craindre, et on craint que ces données ne soient divulguées. On reviendra là-dessus, bien sûr, mais ça explique pourquoi, dès qu'on a voulu développer les techniques d'apprentissage dans le champ de la santé, les questions d'éthique se sont posées. Alors vous allez me dire, ce sont les questions de protection de l'intimité de la vie privée. Pas tout à fait d'ailleurs, et on va essayer d'expliquer pourquoi. Et puis la deuxième raison, c'est que, donc, on va le voir tout à l'heure, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle qui sont entraînés sur des grandes quantités de données ne sont pas des systèmes totalement fiables. Et on va revenir là-dessus, on va essayer d'expliquer pourquoi ils ne sont pas fiables. Alors donc, premier point, donc pourquoi parler dans le contexte des données de santé, d'éthique de la conception, mais pourquoi parler d'éthique de la conception dans l'intelligence artificielle et pas ailleurs? Parce qu'il y a énormément de domaines, même de domaines dans la santé, où on ne parle pas d'éthique de la conception. Si on pense par exemple aux dispositifs médicaux, ils existent depuis longtemps, et autant que je sache, on ne parle pas d'éthique par design pour tous les dispositifs médicaux. Pourquoi? C'est le même champ, c'est celui de la santé, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, et pourtant on n'en parle pas. Donc les dispositifs médicaux, ça requiert une évaluation très rigoureuse dès la conception, mais on n'a pas pris la peine d'introduire cette notion d'éthique by design. Alors, pourquoi? Parce que je crois que la question que l'on pose avec les dispositifs médicaux, c'est une question de prévention. On essaye de regarder quels sont les risques existants. On va voir qu'il y a une différence entre la prévention et la précaution. Et la prévention n'est pas toujours éthique. Alors je vais donner une illustration qui va peut-être vous faire rire. Il s'agit, vous vous souvenez tous de cette pièce de théâtre, enfin là c'est le film, mais c'était au départ une pièce de théâtre, Knock de Jules Romain. Vous savez de qui il s'agit, c'est un médecin qui d'ailleurs a un drôle de diplôme de médecine, mais peu importe, je ne raconterai pas toute l'histoire. Mais à un moment donné, il dit dans le film, « Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore ». Et je me souviens que lorsque j'étais petit, j'avais regardé ça à la télévision, et après, à l'époque, il y avait un commentaire du film avec des spécialistes. Et j'avais été très marqué parce qu'il y avait des médecins, ils disaient, mais justement, il y a une intuition extraordinaire qu'a Jules Romain là, en présentant Knock, c'est l'importance de la médecine préventive. Et justement, est-ce que c'est très éthique de la part de... Donc c'est une question ouverte, en tout cas, que je voulais poser. Alors, l'éthique, ici, dont on parle, lorsque on s'intéresse au système d'intelligence artificielle, ça ne relève pas simplement de la prévention, c'est-à-dire de l'anticipation de risques, mais ça relève aussi de ce qu'on appelle la précaution, au sens que l'on entend dans le principe dit de précaution, ce qui n'est pas tout à fait la même chose donc, que celui de la prévention. Et pour bien le comprendre, alors c'est intéressant parce que, vous voyez, ici, j'ai mis une photo de Hans Jonas, qu'a mentionné tout à l'heure Lise. Pourtant, on ne s'était pas concerté là-dessus, simplement pour dire l'importance de ce philosophe. Vous savez qu'il est à l'origine de son très grand ouvrage, Le principe responsabilité, qui, à mon sens, prend une place centrale dans l'éthique contemporaine, en particulier pour tout ce qui est lié à l'environnement. Mais je crois que ce qui est important dans cette notion de précaution, qui a été tirée un peu de cette réflexion sur le principe responsabilité, donc la loi européenne le dit très bien. L'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans des contextes très délicats où on n'a pas de certitude sur ce que vont réaliser les systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, il faut bien sûr que, dès le départ, on puisse prendre des mesures qui vont essayer de limiter leurs actions. Alors pourquoi ?
C'est ce que je vais essayer d'expliquer en faisant un petit rappel sur ce qu'est l'intelligence artificielle et sur la nature des outils d'apprentissage machine et de ce qu'on appelle l'apprentissage inductif. Ce sera la deuxième partie. Et puis ensuite, la troisième partie, je verrai très rapidement ce qu'est la preuve en général en informatique et les raisons pour lesquelles on n'est pas capable de faire des preuves en informatique. Et puis ensuite, je reviendrai sur le rapport qui nous a été donné tout à l'heure. Donc, problème avec l'apprentissage inductif. Alors, je rappelle, mais vous le savez tous, l'origine de l'intelligence artificielle. Vous savez que c'est une discipline scientifique, j'insiste toujours là-dessus parce qu'il y a souvent des confusions, qui a été introduite en 1955 par des jeunes mathématiciens, John McCarthy et Marvin Minsky, qui ont voulu faire une école d'été un an plus tard, en 1956, où ils ont convié un certain nombre de chercheurs. Et l'important, c'est que, vous le voyez ici, sur cette plaque qui a été apposée sur le bâtiment d'Erasmus College, où s'est tenue la première réunion en 1956, on vous donne les deux lignes importantes dans le programme de cette réunion. C'est quoi? C'est une discipline de recherche, donc une discipline scientifique, qui a pour but de mieux comprendre l'intelligence en la décomposant en fonctions cognitives élémentaires et ensuite en simulant ces fonctions cognitives et en comparant la simulation des fonctions cognitives avec ce que l'on fait effectivement. Puis ensuite, bien sûr, à partir de ces moments où ces fonctions cognitives sont simulées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser les résultats de ces simulations dans un certain nombre de technologies. Et ils avaient, dès le départ, l'idée que ça pourrait avoir des applications pratiques. Mais on a avant tout une discipline scientifique. J'insiste là-dessus. Et j'ai ici, pour donner une idée de ce qu'est l'empan de l'intelligence artificielle, pris une décomposition classique en sciences cognitives en différentes classes de fonctions cognitives. Et les simulations de l'intelligence artificielle peuvent relever de ces différentes classes. Donc vous avez la perception, les fonctions réceptives, c'est-à-dire que comment on passe des capteurs, des yeux et des oreilles, ou des caméras, à quelque chose d'interprétable, comment on reconnaît un visage, etc. Ensuite, une fois qu'on a été en mesure de percevoir quelque chose, il faut le stocker en mémoire, le rendre présent en son absence. C'est la notion de représentation des connaissances. Et puis, une fois qu'il est en mémoire, il faut exploiter ces connaissances. C'est l'apprentissage. On voit que l'apprentissage est là. Il n'est pas au début, il n'est pas après, il est là. Même si ensuite, on peut réutiliser ces techniques d'apprentissage pour beaucoup d'autres choses. Je veux simplement vous montrer que l'intelligence artificielle est plus large et que ça a été utilisé dans beaucoup d'applications dans le secteur de la santé. Ensuite, donc j'ai dit la mémoire, l'apprentissage que j'ai mis en caractère gras pour voir la place qu'il a. Ensuite, le raisonnement. C'est le calcul sur les représentations, si on reprend ce que dit, par exemple, Aristote dans le traité de l'âme. Et puis ensuite, les fonctions expressives, c'est-à-dire que les trois premières types de fonctions, perception, mémorisation, exploitation de la mémoire et raisonnement, tout ça, ça correspond à un agent. Et ensuite, bien sûr, les agents doivent communiquer entre eux, communiquer avec nous. Ce sont les fonctions expressives. Et puis enfin, les fonctions exécutives qui permettent, par exemple, à un robot d'agir dans le monde. Donc tout ça montre l'empan, la dimension de l'intelligence artificielle en tant que science. Mais bien sûr, je n'insisterai pas là-dessus, puisque ce qui m'intéresse, c'est de parler plutôt des applications actuelles de l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup en médecine. On utilise d'ailleurs les différentes techniques dont j'ai parlé là. Par exemple, les ontologies sont absolument essentielles pour les systèmes d'information médicaux, dans les systèmes d'information hospitaliers, par exemple. Elles jouent un rôle très, très important. Brigitte Serroussi, que j'ai mentionné tout à l'heure, elle a beaucoup travaillé sur les ontologies. Je suppose qu'ici aussi, vous travaillez là-dessus. Et puis, on pourrait trouver d'autres types de... ce qui modélise le raisonnement. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. La perception, c'est extrêmement important, etc. Mais il y a aujourd'hui un type de technique qui a un rôle central en intelligence artificielle, c'est l'apprentissage. Alors ça a toujours eu un rôle central, l'apprentissage, mais on a des résultats qui sont assez époustouflants depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Alors je ne fais pas toute l'histoire de l'apprentissage parce que ça n'est pas l'objet de ce qu'il y a aujourd'hui, mais ce que je voudrais, c'est rappeler de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Alors si on lit
dans un dictionnaire, la définition de l'apprentissage, c'est l'acquisition des connaissances. Mais on peut acquérir des connaissances de deux façons, soit manuellement, en les transmettant à la machine, mais c'est extrêmement long. Et puis on peut essayer de fabriquer des algorithmes qui vont permettre à la machine d'extraire d'elle-même ses connaissances. Et c'est ce que les chercheurs ont essayé de faire depuis très longtemps. C'est-à-dire que dès Turing, avant même l'intelligence artificielle, il y avait l'idée qu'il fallait automatiser les capacités d'acquisition des connaissances. Mais comment faire pour acquérir les connaissances? Vous savez que dans les théories de l'apprentissage, dès l'Antiquité, il y a deux types de théories. Les théories qu'on pourrait dire platoniciennes, qui sont que toute la connaissance est en nous, et que ce qu'il faut faire, c'est par introspection arriver à l'extraire. C'est la théorie qui repose sur l'apprentissage par réflexion. Et puis, l'apprentissage par observation. Ça, c'est plutôt Aristote. Les substances premières, c'est le monde, et on va extraire les substances secondes. Et ça donne naissance à tout un tas de techniques d'apprentissage que simplement j'énumère pour montrer qu'il y a eu beaucoup de pistes qui ont été explorées. L'apprentissage par l'action, c'est-à-dire une machine qui agit puis qui regarde pourquoi elle fait des choses bien. L'apprentissage non supervisé qui réorganise la mémoire. L'apprentissage par renforcement. L'apprentissage dit supervisé, et c'est celui-là qui aujourd'hui a énormément de succès, puis plein d'autres techniques d'apprentissage. Et c'est cet apprentissage supervisé qui a un rôle très important. Parce que l'idée, c'est qu'on va donner des exemples qui vont être étiquetés, et la machine va extraire la substantifique moelle des exemples qui correspondent à cet étiquetage. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la connaissance humaine et qu'on va essayer de la concentrer avec la machine. Mais cette idée que l'on puisse automatiquement extraire des connaissances, c'est une idée qui est enthousiasmante, et pour des médecins, elle est enthousiasmante. Alors, il se trouve que quand j'étais assez jeune, j'ai eu le plaisir, l'honneur d'échanger avec un très grand médecin. Alors peut-être que certains d'entre vous, parmi les plus âgés, en ont entendu parler. C'était un médecin français qui s'appelait Jean Bernard. Alors il a été important, d'abord c'était un très grand hématologue, il a été important parce qu'il a contribué à la restructuration du système de santé français, et puis c'était aussi un conteur extraordinaire, il était membre, entre autres, de l'Académie française. Et il m'a invité, au tout début des années 90, parce que j'avais écrit un livre qui s'appelait « L'âme-machine ». Et il m'a dit, écoutez, je vous fais venir parce que ce que vous faites avec vos machines va être extraordinaire. Vous savez, à un moment donné, les scientifiques, les chercheurs, les médecins ont tous les mêmes idées. Ils appelaient ça des dogmes. Il dit, avec vos machines, vous allez peut-être nous aider à nous affranchir des dogmes. Et alors, j'étais extrêmement flatté, bien sûr, mais en même temps, j'avais le sentiment qu'il n'avait pas tout à fait raison. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer très rapidement, parce qu'effectivement, cet apprentissage, même supervisé, et dans le cas de l'apprentissage supervisé, il y a quand même la part du médecin qui est importante, mais même dans le cas de l'apprentissage supervisé, on a quand même affaire à des limitations qui sont liées à la façon dont le problème est posé. Alors je vais essayer de les résumer très rapidement. Il faut d'abord qu'on donne les exemples. Et la façon dont on donne les exemples a une incidence extrêmement grande sur le type d'apprentissage. Ce qu'on appelle la représentation des données est tout à fait essentiel. Et même avec une image. Une photo, ça n'est jamais le réel. Vous la prenez avec une certaine longueur d'onde, avec une certaine résolution, sous un certain angle, etc. Et donc ça joue un certain rôle. Deuxième chose, c'est qu'on met très souvent des connaissances implicites dans les systèmes d'apprentissage machine. Troisième chose, non pas seulement la représentation, mais la représentativité des données. Pourquoi ? Parce qu'il se peut qu'il y ait des données qui ne couvrent pas tout l'espace possible des données. Je donnerai des exemples tout à l'heure pour qu'on le comprenne bien. La qualité des données, bien sûr. Et on a parlé tout à l'heure de cela, on l'a peut-être un tout petit peu éludé, mais ça pose un énorme problème, bien sûr. Parce que comment c'est pris, où est-ce que ça a été pris, etc. Et puis, la différence, et ça c'est toujours un problème, entre ce qu'on appelle les corrélations, ce que la machine est capable de faire, et puis la causalité. Et bien sûr, il y a des confusions énormes. Alors pour essayer de bien comprendre ça, je vais essayer de revenir sur la base. Qu'est-ce que c'est que le type d'apprentissage qu'on fait lorsque on procède, ou le type d'opération que l'on fait lorsqu'on procède à l'apprentissage supervisé? Eh bien, c'est ce qu'on appelle en logique de l'induction. Alors qu'est-ce que c'est que l'induction ?
Alors pour ça, j'ai pris un texte français ancien, Arnaud et Nicole, un traité de logique, où ils expliquent l'induction, c'est le raisonnement du particulier au général. On appelle induction lorsque la recherche de plusieurs choses particulières nous mène à la connaissance d'une vérité générale. Ainsi, lorsqu'on a éprouvé sur beaucoup de mers que l'eau en est salée et sur beaucoup de rivières que l'eau en est douce, on conclut généralement que l'eau de mer est salée et celle des rivières douces. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire automatiquement. Mais le problème, c'est que, bien sûr, ça repose sur une hypothèse. Alors je vais essayer pour cela de vous rappeler la théorie du raisonnement inductif de John Stuart Mill. Quelle est l'idée? Alors, l'idée de John Stuart Mill, c'est que si on observe des exemples, eh bien, on va être capable de généraliser. Par exemple, supposez qu'il y a des signes, vous voyez, ils sont tous blancs, donc A, B, C, D sont blancs, ce sont des signes, et vous en induisez quoi? Que tous les signes sont blancs. Ça, c'est l'induction. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que pour mettre en œuvre ce syllogisme inductif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut autre chose. Il faut ici que vous ayez une prémisse implicite, qui est quoi? Qui est que tous ces exemples que vous avez vus sont des bons représentants de la classe des signes. C'est ce qu'il appelle ici le principe d'uniformité. Alors c'est tout à fait essentiel parce que les difficultés qu'on a aujourd'hui avec l'apprentissage machine tiennent au fait que souvent ce principe d'uniformité n'est pas respecté. Alors je vais donner quelques exemples de difficultés et pour ça j'ai pris une illustration, vous avez de la crème solaire. Donc normalement si on fait des études sur les données d'expérience, on regarde et on voit qu'il y a une corrélation entre la crème solaire, l'exposition, le fait de mettre des crèmes solaires et les cancers de la peau. Alors, est-ce que ça veut dire que les crèmes solaires causent les cancers de la peau? Eh bien, pas tout à fait, mais ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez juste des données d'observation, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le fait que seules les personnes qui vont au soleil mettent des crèmes solaires. Du moins, c'est assez inhabituel de mettre de la crème solaire si on ne va pas au soleil. Donc, si on fait ce qu'on appelle des masses de données, si on exploite des grandes quantités de données d'observation, eh bien, on va avoir des problèmes. Alors, sur les spécialistes, les médecins savent très bien qu'une expérimentation clinique, ça ne se fait pas du tout de cette façon-là. Mais justement, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a déjà un modèle, on a déjà une idée de ce que l'on veut apprendre, et on va à ce moment-là avoir une étude clinique avec plusieurs bras, avec les personnes qui vont aller au soleil, celles qui ne vont pas au soleil, celles qui se mettent des crèmes solaires, celles qui ne se mettent pas des crèmes solaires, et il y aura des personnes qui se mettent des crèmes solaires qui ne vont pas au soleil, et des personnes qui vont au soleil sans se mettre des crèmes solaires, ce qui peut être d'ailleurs dangereux pour ces personnes. Mais en tout cas, si on veut faire une véritable expérimentation clinique, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, pour que vous compreniez bien, c'est un exemple un peu caricatural, mais les limites de l'apprentissage. Alors maintenant qu'on a vu les limites de l'apprentissage, puisque l'apprentissage est inductif, que cet axiome d'uniformité est absolument essentiel, autre question que je voudrais poser, c'est comment est-ce qu'on valide un programme? Alors, pour valider un programme, en général, en informatique classique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on opère de la preuve de programme. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitués, je ne sais pas combien parmi vous sont des informaticiens pur jus, mais qu'est-ce qu'on fait pour faire de la preuve de programme? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle des spécifications formelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va donner une description mathématique des caractéristiques des entrées, une description mathématique des caractéristiques des sorties, et surtout de la relation entre les entrées et les sorties. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va prouver? Eh bien, on va prouver, et c'est la preuve de programme, que pour toute entrée E, la sortie S vérifie la relation entre l'entrée et la sortie. Et puis, on vérifie aussi, accessoirement, que pour toute entrée E, le programme se termine. Alors, est-ce qu'on peut faire ça avec l'intelligence artificielle? Ben non, parce qu'on n'est pas capable de spécifier exactement ce que c'est. Si on savait décrire formellement ce que c'est que le symptôme de la maladie, on n'aurait pas de problème. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on procède à des tests. Alors, ce n'est pas, du point de vue scientifique, absurde de procéder à des tests. Mais en tout cas, c'est une opération délicate, il faut faire beaucoup de tests. Et vous voyez que c'est asymptotiquement, à partir des textes, qu'on va pouvoir se rapprocher de la certitude. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout évident. Et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. Ici, je donnais un exemple. Vous avez un système, il y a 5 ou 6 ans, qui prenait des grains de beauté. Les médecins les étiquetaient, il y avait les bénins et les malins, et on a
donner à une machine ces différents exemples, et ensuite, par apprentissage, elle a été capable de faire un diagnostic qui était meilleur que celui de médecin, parce que les médecins avaient vu que quelques grains de beauté, et là, ils le faisaient de façon systématique. Il avait été entraîné sur 130 000 grains de beauté. Donc il n'y a pas de spécification formelle, il n'y a pas de preuve, mais avec ces exemples étiquetés, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des tests. Et ensuite, il y a des spécialistes des tests, même de façon informatique, qui montrent que les exemples sont bien répartis d'abord sur l'ensemble des... c'est une question, vous voyez, par exemple, sur les grains de beauté, on a quelque chose de très intéressant, c'est que sur les peaux blanches, les symptômes sont différents de ceux des peaux noires. Donc il faut le savoir. On peut dire, voilà, on va faire l'apprentissage sur tel type de peau. Mais bien sûr, si on essaye de généraliser sur un autre type de peau, on aurait énormément de problèmes. Donc, s'assurer de la bonne répartition des exemples, l'absence de biais, le principe d'uniformité, c'est-à-dire il faut que ces exemples correspondent bien à l'ensemble des classes qui nous intéressent. Ici, ce sera les mélanomes sur peau blanche. Et puis, ensuite, s'assurer de la stabilité du système en introduisant des petites perturbations, s'assurer que si je modifie quelques pixels ici ou là, ça ne change pas le résultat. Et puis regarder l'explication, étudier par exemple sur les images les zones qui peuvent influencer sur la conclusion, etc. C'est quelque chose de très difficile. C'est ce que l'on est en train de faire dans les laboratoires aujourd'hui. C'est-à-dire que les chercheurs en intelligence artificielle travaillent énormément sur la validation des systèmes. Ce qu'on appelle un trustworthy AI en anglais, l'IA digne de confiance. Le but, c'est de faire des preuves qui sont fondées justement sur ces notions de tests. Alors maintenant, je voudrais revenir puisque je n'en ai pas encore parlé, à ce fameux rapport du groupe de travail numéro 3 de la cellule éthique du numérique en santé, de la délégation ministérielle au numérique en santé. Alors, ce rapport, que vous pouvez tous lire, que je ne vais pas commenter en détail ici, mais je voudrais simplement vous expliquer ce dont il s'agit. Donc, ce rapport est un travail extrêmement précis, bien fait, et qui mérite d'être lu, et qui se fonde sur un certain nombre de sources. Et je le trouve remarquable parce qu'il a vraiment, de façon très méthodique, essayé d'explorer ces différentes sources et de voir ce qu'elles ont de commun et ce qu'elles ont de différent. Alors, quelles sont ces sources? Essentiellement 3. Un rapport de la Commission européenne qui a été plutôt rédigé par ce qu'on appelle le groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne sur, donc ça s'appelle les lignes directrices d'éthique pour une IA digne de confiance. Donc c'est un gros rapport. Deuxième chose, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé dont le titre est Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health. Et le troisième, c'est un rapport de la Haute Autorité de Santé en 2017 sur les recommandations sur l'intelligence artificielle dans son rapport de prospective. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce que je voudrais vous donner, c'est un peu les principes généraux tels qu'ils ont été décrits dans ce rapport. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des principes éthiques généraux qu'on retrouve dans la plupart des conclusions des comités d'éthique du numérique. Alors, ces principes sont fondés sur les principes de la bioéthique. Plus exactement, vous savez que les principes classiques de la bioéthique, tels qu'on les voit aux États-Unis dans le rapport de Belmont, mais qu'on voit aussi dans les conventions d'Helsinki, d'Oviedo, etc., c'est essentiellement 3 composantes. Alors, 2 très anciennes, la bienfaisance et la malfaisance, c'est la première chose. Ça rejoint Hippocrate, le fait de donner des choses qui vous font du bien et de ne pas donner de poison. La justice, c'était aussi Hippocrate. Puis on a rajouté la notion d'autonomie, qui s'est révélée extrêmement importante à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où un certain nombre de personnes étaient incluses dans des expérimentations médicales sans avoir donné leur consentement éclairé. Et à cela, on a rajouté un principe de transparence. Alors, quelquefois, on a reformulé ces grands intitulés, mais en réalité, on retrouve toujours la même chose. Et à partir de ça, ces rapports, alors par exemple, le rapport européen, ont déduit un certain nombre d'exigences. Alors, je vous les donne ici: nécessité d'une action humaine et d'un contrôle humain. On va revenir là-dessus, parce que ça a été repris dans le rapport. C'est ce qu'on appelle, autrement dit, la garantie humaine. Robustesse technique et sécurité des outils, c'est un peu ce que j'ai montré tout à l'heure, la volonté d'établir des preuves, d'évaluation des systèmes, respect de la vie privée, on a vu tout à l'heure, ça en conçoit, transparence des traitements, c'est l'idée d'explication, ensuite prise en compte de la diversité, non-discrimination et équité, même si c'est assez délicat à mettre en œuvre, bien-être social et environnemental et responsabilité.
qui est lié d'ailleurs un peu à l'autonomie. Et ça donne ensuite un certain nombre de critères retenus que je ne vais pas vous lire les uns après les autres parce qu'ils sont nombreux et que ce serait un peu fastidieux et que ça n'aurait pas un grand intérêt. Vous pouvez bien sûr aller voir le rapport lui-même. Mais je crois que ce qui est important dans ce rapport, c'est quoi? C'est de penser l'avant et l'aval des dispositifs numériques. Et pour ça, donc, la question, c'est quand recourir à ces dispositifs numériques? Qui doit y recourir? Et là, ça recouvre un peu ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait que, bien sûr, il faut se demander quels sont les différents acteurs. Et bien sûr, dans le cadre de la santé, vous avez les médecins, mais justement, il y a beaucoup d'autres acteurs dans le système de santé, à l'hôpital, ailleurs. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus, on dit que les malades ne sont plus des patients, au sens où ils ne sont plus passifs, ça devient des acteurs du système de santé. Et donc, bien sûr, arriver à penser le numérique dans ce contexte-là, ce qui arrive très souvent, c'est que, et vous devez le savoir pour ceux qui sont médecins, les malades arrivent, et puis ils ont été voir sur Internet, et ils en savent énormément déjà sur leur maladie, et le rôle du médecin, bien sûr. Moi, je me souviens, mon père était médecin, il se mettait en colère, parce que tout d'un coup, un patient avait osé lui poser des questions. Et maintenant, c'est plus la même chose. Que faire des résultats? Comment prendre en charge le patient? Comment contrôler la machine, bien sûr? Comment conserver la liberté et la responsabilité du médecin et des différents acteurs du système de santé? C'est une question non négligeable parce qu'il se pourrait qu'un jour, les assurances sociales vous disent « Ah ben, le système a décidé ça, si vous décidez quelque chose de différent, eh ben, vous prenez votre responsabilité, sinon vous n'avez qu'à vous conforter à ce que… » Ça, bien sûr, il faut être capable de s'y opposer avec fermeté. Et c'est quelque chose de très difficile à faire. Les points importants que je voudrais souligner sur le rapport, c'est, alors j'en ai mis 5, protection de la vie privée, on est d'accord, absence de biais, on l'a vu tout à l'heure, c'est la question très délicate des données, et il n'y a rien d'évident là-dedans, vous avez vu sur la question des crèmes solaires, par exemple, qui donne une illustration, évaluation des performances, et ça fait l'objet de discussions, parce que pendant longtemps, un certain nombre de gens disaient « ouais, on n'est pas capable d'évaluer les performances ». Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'outils pour évaluer les performances, mais il faut les mettre en œuvre. Ça fait partie des recherches. Garantie humaine, on va voir parce que ça me semble poser une question, la garantie humaine. Et puis la notion d'explication et de transparence. Alors maintenant, on m'a demandé de faire un peu la critique de cette démarche. Alors, première chose, les exigences éthiques, je les rementionne tout à l'heure, elles sont inspirées de la bioéthique. Or, à titre personnel, je pense que justement, ça n'est peut-être pas pertinent. C'est-à-dire que je trouve que les règles de bioéthique sont tout à fait adaptées à leur rôle, mais que transposées au domaine du numérique, elles sont souvent problématiques. On va prendre l'exemple de l'autonomie. L'autonomie, dans le domaine de la santé, c'est essentiellement le consentement éclairé. Alors, si on transpose au numérique, est-ce que les CGU, quand vous signez les conditions générales d'utilisation, vous avez l'impression d'être autonome, éclairé? Donc, visiblement, ça veut dire autre chose. Et puis, il y a des situations où on n'est pas éclairé, alors qui plus est même le consentement éclairé. Si on regarde le rapport de Belmont, il est ouvert, parce qu'il y a des cas de figure, justement, où la personne n'est pas en mesure de prendre une décision. Et l'éthique, ce n'est pas uniquement, au sens kantien, être capable de prendre soi-même la décision, c'est aussi faire attention aux autres, les éthiques de la sollicitude. Je voudrais citer ici, par exemple, un très grand philosophe, Emmanuel Lévinas, qui justement a essayé d'évoquer ces situations, qui s'est un peu opposé à l'idée d'autonomie en sens kantien, parce que l'autonomie, c'est le sujet qui réfléchit sur lui-même, parce que pour lui, l'éthique, c'est l'ouverture à l'autre. Deuxième point, toujours sur l'autonomie, la garantie humaine, parce qu'on peut dire c'est ça aussi l'autonomie, c'est de dire il va toujours y avoir un homme, c'est-à-dire que ce n'est pas la machine qui va décider toute seule. Alors là encore, ça pose problème, parce que justement, le vieil adage latin, errare humanum est, vous savez très bien que l'homme fait des erreurs. Et il y a des cas de figure, par exemple dans le champ de l'aéronautique, où les études rétrospectives des accidents d'avion montrent que mieux vaut faire confiance à la machine dans certaines situations qu'aux hommes. Donc bien sûr, tout ça demande à prendre des précautions. En tout cas, on ne peut pas... L'idée de garantie humaine, l'homme n'est pas toujours une garantie. Il faut
je crois, en avoir conscience. D'ailleurs, dans le domaine médical, vous avez quand même beaucoup d'analyses qui se font de façon automatique, et l'homme n'est pas derrière. Alors, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais enfin, c'est quand même, ce sont des mécanismes qui sont un tout petit peu... Donc, voilà, tout ça pour montrer que tout ça pose problème. Deuxième point, bienfaisance et non-malfaisance. Alors là, bien sûr, nous sommes tous d'accord, bien sûr, pour que les systèmes d'intelligence artificielle soient bienfaisants et non malfaisants. Mais le problème, c'est que si l'on veut que le système soit étudié, il faudrait, en médecine, procéder à l'équivalent de ce qu'on fait avec les médicaments, c'est-à-dire la pharmacovigilance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez testé le médicament, mais qu'ensuite, vous allez remonter tous les effets adverses du médicament. Comme vous n'avez pas été capable de prouver les systèmes d'intelligence artificielle, il faut être en mesure de tracer l'ensemble des usages. Alors, je sais que la Commission européenne, justement, a essayé de réfléchir à ça, alors pas tellement pour les systèmes d'intelligence artificielle, mais pour les dispositifs médicaux, où il y a cette exigence de traçabilité, qui est bien sûr toujours en tension avec l'exigence de sécurité au départ. C'est reconnaître qu'on ne peut pas être totalement sûr de ce qui va se faire, et donc il faut remonter tous les retours d'expérience. Donc ça, oui, c'est bien, mais vous voyez que ça pose un problème. Ça pose d'autant plus un problème que donc, si on a un dispositif médical, donc on va privilégier le traçage à la seule évaluation de la sécurité, mais surtout, le traçage, à partir du moment où il est fait, va poser un risque pour la protection de la vie privée. Et donc, vous voyez bien une tension, bien sûr, entre ces exigences qui sont toutes légitimes, mais qui sont en conflit les unes avec les autres. Alors, dernier point, je ne parle pas de la justice, qui est un problème différent, qui est lié aux questions sociales, mais je voudrais maintenant parler de la transparence et de l'explication. Qu'est-ce que c'est qu'une transparence? Qu'une explication? Alors, l'explication, c'est quoi? C'est une aide à l'interprétation. Et bien sûr, il y a une tension, là encore, entre la transparence, qui est rendre compte du fonctionnement effectif du système, et puis l'interprétation, qui est une narration, qui va nous donner une intuition du fonctionnement. Et là encore, bien sûr, il y a une tension. Alors, je n'irai pas plus loin. Je voudrais citer, pour ceux qui s'intéressent à cette réflexion justement sur la limite des exigences éthiques fondées sur la bioéthique, mon livre « Servitude virtuelle », où je parle d'autres choses, mais je parle entre autres de ça. Et alors, en guise de conclusion, je voudrais revenir sur ce que j'ai évoqué tout au début, le discours de Derrida à la Sorbonne qui s'intitulait « Penser ce qui vient ». Donc l'éthique doit être la prudence, certes, mais elle n'est pas seulement la prudence, c'est aussi l'ouverture à ce qui vient. Et l'éthique de la conception, l'éthique a priori, relève de la prudence à l'évidence. Mais l'éthique après la conception doit aussi avoir sa place. Et donc j'invite, pour conclure, à s'inspirer de la morale de deux fables. Une première fable que vous connaissez toutes, c'est la fable de l'apprenti sorcier de Goethe. Et vous vous souvenez de l'histoire, c'est le balai magique, l'apprenti sorcier le met en œuvre, puisqu'il connaît la formule du sorcier, mais il ne sait pas comment l'arrêter. Et donc, bien sûr, il faut s'assurer que l'on est toujours en mesure d'arrêter la machine, quoi qu'il advienne. Et puis, la dernière, c'est la morale de la légende du golem. Ayant le courage, vous savez que le golem a été inventé par un rabbin très célèbre, qui n'a jamais écrit sur le golem, mais peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il voit que le golem fait des bêtises? Il cache, il détruit le golem et il cache les différents débris du golem pour que personne ne puisse le reconstituer. Ayons le courage, et sachons dès le départ, si les systèmes que nous développons sont problématiques, de les détruire pour fabriquer d'autres systèmes. Merci. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. C'est vraiment introductif et explicatif, informatif et tout ça pour comprendre un peu là, le débat que nous voulons avoir sur comment aussi intégrer l'éthique dès la conception. Alors, je ne sais pas si la salle a des questions. Si jamais, je pense qu'on aurait le temps, si tu ne vois pas d'objection, Jean-Gabriel, à prendre une ou deux questions. Puis s'il n'y en a pas en attendant, je vais t'en lancer une. C'est vrai qu'on a de la difficulté à voir la salle d'ici. Moi, j'en ai une. Je voulais savoir comment se concrétise en France cette éthique dès la conception parmi les producteurs et productrices d'intelligence artificielle, parce que souvent, ce qu'on entend, on n'est pas contre la vertu, on adhère à ces principes-là quand on est des producteurs d'IA. Mais comment on les concrétise? Du moins, ce que j'entends dans l'écosystème, c'est un petit peu plus difficile. Alors, du côté de
L'Atlantique, est-ce que tu as quelques exemples à nous mentionner? Merci de cette question. Effectivement, le rapport, d'abord, n'est pas vieux. Hein, il est sorti il y a un an. Hein, et toute la difficulté, c'est la mise en œuvre. Alors, je crois que ce qui est méritoire dans ce rapport, c'est de mettre l'accent sur un certain nombre de points. Alors vous avez vu, j'ai énuméré toutes les recommandations. Il y a tout ce qui concerne la protection de la vie privée. Et là-dessus, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Et le RGPD joue un rôle important. Je dirais même, et peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure, un rôle trop important, au sens où il est interprété de façon un peu maximaliste par la Commission nationale de l'informatique et liberté, puisqu'il y a une interprétation nationale des règlements européens, et quelquefois c'est un peu paralysant. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, les questions d'évaluation sont des questions effectivement qui se posent de plus en plus. Donc c'est assez nouveau, comme je l'ai dit, ce sont des recherches en cours d'achèvement, mais il y a pas mal de travaux, et en particulier par exemple à l'INRIA, il y a pas mal d'équipes qui travaillent sur ces questions-là. Et bien sûr, on se demande comment est-ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la législation européenne en matière de dispositifs d'intelligence artificielle est surtout centrée sur la sécurité, sur des normes de sécurité à l'emploi, mais la question de l'évaluation est en train, et c'est ce que l'Europe commence à dire, et c'est ce qu'on voudrait essayer de mettre en œuvre, quelque chose qui porte vraiment sur les résultats. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada. Je crois que aux États-Unis, avec la FDA, il y a une procédure qui existe. IEEE. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, vous voyez, tout ça fait quand même qu'il y a un certain nombre de choses. Après, il y a une autre question qui est délicate, c'est de pouvoir avoir une réflexion sur les modes d'appropriation de ces différents dispositifs. Et là, je crois que c'est beaucoup plus difficile. C'est la notion de retour d'usage. Et en plus de ça, en France, on n'a pas tellement cette culture du retour d'usage qui est présente dans le continent nord-américain, me semble-t-il. Et ça, je crois que c'est très important. On a parlé du paquebot tout à l'heure, mais je crois que c'est très, très important de savoir comment ces dispositifs sont employés et qu'est-ce qui change en pratique. C'est-à-dire comment l'ensemble de l'environnement, les différents acteurs vont évoluer, et comment leurs pratiques vont évoluer avec ces dispositifs. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, j'essaye d'y répondre partiellement parce que je crois qu'il faut prendre les différents points pour savoir comment est-ce qu'on fait. Mais le mérite quand même, je crois, de ce rapport, même si, comme je l'ai dit, il y a des dimensions de l'éthique qui ne sont pas vraiment abordées, mais le mérite, c'est quand même de prendre un certain nombre de points et de permettre de progresser dans l'analyse de ces différents points. Aussi, on pourrait rajouter que dans ces retours d'usage-là, il y a quand même un concept éthique important, la justification sociale, qui est quand même au cœur de cette réflexion-là. Là, je vois deux personnes qui veulent vous poser des questions. Alors, je ne sais pas qui est arrivé en premier. OK. Alors, monsieur. Bonjour. J'ai trouvé la présentation extrêmement intéressante. Et ce que j'apprécie avec votre profil, c'est que vous avez un profil, donc vous êtes philosophe, et aussi un profil technique, ce que je trouve très intéressant. Et donc, ma question est la suivante, c'est que, alors, il y a Cassie Koziokov, alors désolé si je me trompe pour la prononciation, elle est Chief Decision Scientist à Google, et elle reproche souvent au manuel de statistiques ou de machine learning ou d'IA, avec des guillemets, de nous montrer comment utiliser les méthodes pour entraîner des modèles, etc. Mais ce qu'elle reproche, c'est qu'elle dit souvent que ces manuels-là ne nous apprennent pas comment poser la bonne question et framer ou cadrer la bonne question. Et le rapport que je fais avec la philosophie, c'est, selon moi, la philosophie, c'est davantage se poser la bonne question plus qu'apporter des réponses. Et donc, je me demande comment on peut apporter ça concrètement dans la vie de tous les jours, ou plutôt dans les décisions éthiques. Parce que j'ai l'impression que l'éthique, c'est quelque chose d'assez abstrait pour pas mal de monde. Et je pense que personne ne s'en soucie vraiment. On en parle, mais personne ne s'en soucie vraiment parce que personne ne sait vraiment alors comment l'implémenter concrètement, comment en poser les fondations, etc. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Écoutez, je vous remercie de votre question parce que je la trouve extrêmement pertinente. Je vais prendre un exemple. On travaille aujourd'hui dans le cadre du comité pilote d'éthique du numérique en France sur la question de la reconnaissance faciale. Et bien sûr, l'une des questions, et c'est une question épistémologique, c'est de se demander quelle est la finalité du dispositif technologique avant de s'y opposer. Et ensuite de se demander si les moyens techniques vont vraiment
contribuer à cette finalité. Donc, question, légitimité de la finalité et ensuite adéquation du dispositif à la finalité. C'est pour ça que les questions d'évaluation me semblent absolument primordiales dans ce contexte. Et bien sûr, cette finalité et cette adéquation du moyen technologique à la finalité, elle doit s'envisager, puisqu'on a affaire à des dispositifs socio-techniques, non simplement sur des expérimentations isolées, mais aussi ensuite de regarder comment les différents acteurs vont pouvoir tirer parti de ces dispositifs. Donc je crois que ce sont des questions centrales. Alors, j'ai deux autres réponses à rajouter très rapidement. La première, c'est que quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, je me souviens que mon professeur Jean-Louis Laurière, qui était un personnage tout à fait extraordinaire, nous faisait travailler sur la résolution de problèmes. Et il nous disait, une fois qu'un problème est bien posé, il est pratiquement résolu. Toute la difficulté, c'est de poser le problème. Et puis, deuxième chose, il se trouve qu'en 2005, il y a eu un petit workshop au AAAI à Stanford, et il s'appelait W5. C'était What Went Wrong and Why Workshop. Et vous aviez dans une petite salle, vous aviez tous les pionniers de l'IA qui étaient encore vivants. Il y avait John McCarthy, il y avait Carl Lewitt, il y avait Ed Feigenbaum, il y avait Doug Lennart, etc., etc. C'était tout petit. Et je me souviens que John McCarthy pestait, parce qu'il disait « Ouais, tout le monde fait la même chose en ce moment, on fait que de l'apprentissage, il y a plein d'autres choses à faire. » Enfin, mais ce qui était important, c'est de se rendre compte que déjà à l'époque, on se rendait compte que l'intelligence artificielle, souvent, pouvait rendre des services et faisait des choses extraordinaires, mais qu'on n'avait pas pensé l'insertion de l'intelligence artificielle dans l'organisation sociale d'ensemble et que ça expliquait souvent beaucoup d'échecs de l'intelligence artificielle. Par exemple, il donnait l'exemple de ce qu'on appelait les elfes, c'était des petits agents intelligents, et l'elfe, il vous réveillait à 3 heures du matin pour vous dire on vous avertit, votre avion de 8 heures, il va avoir un retard de 3 heures. Oui, merci. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Une dernière question, madame? Oui, je suis Esma Heimer, je suis professeure à l'Université de Montréal au département d'informatique et je dirige le laboratoire d'intelligence artificielle pour la cybersécurité. Et j'ajoute à ça que je suis une étudiante de Jean-Gabriel. Donc quand j'écoute Jean-Gabriel, ça me ramène 25 ans en arrière quand j'étais à Paris. Et que je l'écoutais pendant mes cours et là je le réécoute 25 ans plus tard avec le même intérêt encore et encore. Alors merci Jean-Gabriel pour ta présentation. J'ai juste une petite question. Quand je travaille sur la protection des données personnelles en vie privée, il y a toujours ce dilemme de savoir combien d'informations je suis prête à divulguer versus qu'est-ce que je suis prête à gagner si je divulgue. Il y a toujours donc ce dilemme de savoir, en fait, donc ce que je fais en ce moment avec des bots, des chatbots, on essaie de trouver des mécanismes de négociation de qu'est-ce que je gagne versus qu'est-ce que je perds en termes de services, admettons. Je me dis, est-ce que la même chose pourrait être concevable dans un système d'éthique où je me dirais, bon, ben, je suis éthique, moi en tant que système artificiel, ou en tant que client, ou en tant qu'usager, qu'est-ce que je gagne à être moins éthique ou qu'est-ce que je perds Est-ce qu'il y aurait un mécanisme de négociation, un peu comme la tension dont tu parlais tantôt, entre la transparence et la vie privée? On en parlait à déjeuner tantôt. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme de discrimination, plutôt de négociation? Alors, je te remercie, Esma, de ta question. Bien évidemment, les grands principes éthiques qui sont émis, par exemple, dans la Déclaration de Montréal, en tant que tels, chacun, pris indépendamment, est correct. Toute la difficulté, c'est qu'ils sont en contradiction les uns avec les autres et qu'on ne peut pas sacrifier un seul principe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voudrais citer un très grand philosophe dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, Vladimir Yankelevitch, qui a écrit entre autres un traité des vertus de 800 pages. Et alors, je ne vous engage pas à le lire, c'est un peu long, mais il écrit des choses extraordinaires. Mais dans une conférence, donc ce n'est pas dans le traité, parce qu'il écrit merveilleusement, ceci étant, mais il n'est pas facile à lire. Mais dans une conférence, il dit je le répète de mémoire, mais il dit le mal, c'est la disjonction des valeurs. C'est une valeur sans les autres. C'est de tout sacrifier à une chose et d'oublier le reste. Et je pense que dans le cas du numérique, justement, le mal, c'est si on sacrifie tout à la sécurité, c'est un cauchemar parce qu'on vit dans un monde sécuritaire. Si on sacrifie tout à la vie privée,
on oublie complètement la solidarité qui est nécessaire. Et dans le cas des données de santé, c'est absolument essentiel. C'est qu'on soit d'accord pour qu'une partie de nos données personnelles soit à la disposition de la science. Et puis, même chose, sur toutes ces exigences éthiques, je crois, elles sont bien sûr toutes en tension. Et l'éthique, c'est justement la capacité qu'on a de réfléchir et de se demander quels sont les compromis qui sont nécessaires et qui sont admissibles, et puis quelles sont les solutions qui permettent de préserver chacune de ces valeurs.